Alors, restez avec nous. S'il vous plaît, restez avec nous. Nous avons aujourd'hui des débats de très belle tenue. Nous avons des sujets particulièrement intéressants et d'actualité. Donc, restez avec nous parce que ça va être un grand moment. Ce qui va arriver là maintenant, c'est un sujet sur lequel on parle beaucoup et sur lequel je voudrais que vous puissiez aussi prendre la mesure de tout ce qui se fait. Hein, le questionnement qu'on se pose là maintenant pendant la demi-heure qui vient, c'est quelle place pour le handisport? Et pour ça, je vais vous demander d'accueillir chaleureusement, comme vous savez le faire, les différents intervenants qui vont arriver. Alors, êtes-vous prêts, mesdames, messieurs? Pouvez-vous vous approcher, s'il vous plaît? Le premier qu'on va recevoir est directeur de Social et Inclusion chez Handicap International. Il s'appelle Hervé Bernard. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Merci. J'aurais dû commencer par elle. Il y a une dame qui s'appelle Christine Azevedo, qui est directrice de recherche à l'INRIA. Je crois que l'INRIA est là d'ailleurs, hein, me semble-t-il. Il y a un stand ici. Un applaudissement pour madame. Bonjour, madame Azevedo. Nous allons recevoir Cyril Moret, hein, qui est un athlète handisport qui a été 5 fois champion olympique d'escrime. Il fait aussi du ski, hein, et je vous demande de l'applaudir comme il se doit. Et monsieur Vance Bergeron, directeur de recherche au laboratoire de physique de l'École nationale supérieure de Lyon. Vance, bonjour. Bonjour, c'est un plaisir de vous recevoir. Est-ce que nous avons mis les éléments de vidéo? Je m'adresse à nos amis de la régie. Voilà, tout est OK, parfait, très bien. Il vous manque une chaise, on va vous trouver ça immédiatement. Ah non, vous l'avez, voilà. Est-ce que tout le monde a un micro? Va-t-il falloir... Bon, il y en a un qui va devoir circuler entre vous, hein? Très bien, très bien. Installez-vous. Voilà, on est très heureux de vous accueillir. Merci de votre présence. On va commencer par Christine. Très bien. Vous voulez bien? Oui. Voilà. Alors, vous êtes directrice de recherche à l'INRIA. 2 mots sur l'INRIA, même si vous êtes présent ici, certains vous ont déjà visité, mais 2 mots sur ce que vous faites, sur ce que fait l'INRIA. Oui. Donc l'INRIA, c'est un institut de recherche public qui est dédié aux sciences du numérique, avec beaucoup de mathématiques appliquées, d'informatique et de technologie. Et donc mon équipe, elle fait partie de l'INRIA, mais aussi de l'Université de Montpellier, d'un laboratoire de robotique. Et notre cœur de métier, c'est la recherche en neuroprothèses appliquée à l'assistance du mouvement, les aides technologiques qui peuvent aider au mouvement dans des situations de handicap. Merci. Merci à vous. Vance, pouvez-vous nous dire sur quoi vous travaillez? Enchanté, oui. Ça marche, oui. Ça marche, ça marche. Il faut parler un peu fort. Voilà. Oui, ok, très bien. Vance Bergeron, directeur de recherche à ENS de Lyon, directeur de recherche au CNRS. Depuis mon accident en 2013, j'ai commencé à travailler sur la neurorééducation, notamment les gens qui sont paralysés, faire bouger les jambes avec l'électricité. Donc on utilise le stimulation électrique fonctionnelle pour exciter le muscle, pour contracter le muscle. On fait ça dans une personne, on peut faire le sport. On va divulguer un petit peu ça au cours de notre temps ensemble. Merci beaucoup, Vance. Vous êtes venu avec une vidéo qu'on verra tout à l'heure. C'est ça, hein, j'ai une voilà. vidéo qui va Puis il y a une compétition, je crois. résumer ce voilà. qu'on fait et ce que le monde fait derrière dans le handisport. Voilà, nouveau axe dans le handisport. Voilà, on va regarder ça. Cyril, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes un athlète. Hein, vous avez été plusieurs fois médaillé en escrime. Vous êtes aussi skieur. Vous êtes 5 fois champion olympique. Paralympique. Paralympique, excusez-moi. Oui. Toutes mes excuses. Vous travaillez aussi, vous avez une activité de recherche aussi. Ouais. Donc moi, je suis donc sportif. Hein, là, je viens mettre un peu de sport à Sport Limitech. J'ai plus de 20 ans de pratique de haut niveau en ski et en escrime, mais je suis un petit peu un touche-à-tout depuis que j'ai eu mon accident de ski. C'était pas en compétition, c'était en loisir à 19 ans. Donc c'était au siècle dernier, il y a plus de 25 ans. Donc grosse pratique dans le handisport. Et aujourd'hui, je m'implique sur les Jeux de Paris 2024. Donc les Jeux paralympiques et olympiques, on n'oublie pas les olympiques quand même. Et aussi sur le comité international paralympique, qui est le pendant du CIO, donc c'est le CIP. Et je suis en charge avec beaucoup d'autres gens pour imaginer quels seront les Jeux paralympiques de demain. Et donc les éléments dont Vance et Christine vont nous parler percutent cette réflexion que l'on a à l'international.
Oui, oui, parce que cette petite vidéo qu'on va voir tout à l'heure, là, moi je l'ai regardée à plusieurs reprises, c'est impactant. Hein, c'est effectivement, on est à la limite de plusieurs mondes, c'est assez intéressant. Merci à vous, Hervé. Donc vous travaillez pour Handicap International. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus, nous en dire un peu plus sur votre mission? Oui. Bonjour à tous. Donc oui, Handicap International, c'est une ONG française, internationale maintenant. Bien connue à Lyon. Hein. Assez connue à Lyon, puisque notre siège est à Lyon, pas très loin d'ici. Et donc, depuis 40 ans, nous accompagnons les personnes handicapées dans une soixantaine de pays à travers le monde à retrouver de la dignité avec tout un travail de réadaptation et qui est assez proche de ce que vous disiez tout à l'heure sur retrouver une capacité, le plus possible de capacité, mais après travailler aussi sur leur inclusion socio-économique dans la société. Et le sport joue un rôle très important dans nos pratiques de réadaptation, inclusion, insertion. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à partager. Et on se rapproche de plus en plus du handisport, mais aussi du sport inclusif pour essayer que ces athlètes et ces personnes handicapées qui veulent faire du sport puissent se mélanger le plus possible aux autres sportifs. Donc c'est effectivement une mission très importante que vous avez, puisque vous travaillez aussi bien avec les valides que les non-valides, puisque c'est un sujet qui doit rassembler. Oui, l'idée, c'est de créer des passerelles entre toutes personnes qui veulent pratiquer du sport loisir dans tous les pays et essayer de favoriser la rencontre, l'échange, pour qu'avec une adaptation peut-être des règles, une adaptation des façons de jouer, on arrive à jouer ensemble, même avec des différences importantes de capacités visuelles, auditives et physiques ou intellectuelles. Je vais me permettre de partager une expérience personnelle. J'ai été amené à faire le micro d'un match de basket fauteuil, c'est comme ça qu'on dit, et on m'a demandé de me mettre dans le fauteuil pour essayer de faire quelques passes, et je me suis rendu compte que c'était un autre monde, c'est complètement différent, et depuis que je me suis assis dans ce fauteuil, je vois plus tout à fait les choses de la même façon. C'est un exploit régulier que de vivre comme ça. Ouais. Et le basket fauteuil est intéressant parce qu'il permet la mixité. On peut jouer en basket fauteuil sans être une personne handicapée, se mêler à l'équipe et participer, prendre du plaisir à jouer. Cyril, vous vouliez dire? Oui, j'allais dire, moi j'ai une petite pratique du basket fauteuil aussi parce que d'avoir l'occasion, quand on est handi, de faire un sport collectif, c'est assez rare. Et c'est le premier sport que l'on pratique quand on est en centre de rééducation. Et donc moi j'ai beaucoup joué. Et je voulais juste rebondir, Jean-Paul, sur c'est un monde, mais en fait, c'en est pas forcément. C'est surtout au début. Ça paraît un peu bizarre, mais c'est comme pour tout. Il faut un peu d'habitude, un peu de pratique. Et après, on se retrouve. Et je préfère imaginer la force fédératrice du sport et du basket, où on peut effectivement jouer, comme le disait Hervé, avec des gens debout. Et on accepte aujourd'hui dans les équipes de basket un valide, comme on l'appelle, pour venir justement... densifier le nombre des joueurs, puisque ça se réduit un petit peu. L'avenir dont on parle du handisport fait qu'il est de plus en plus difficile d'avoir des équipes complètes, de faire venir les gens, de les faire rester sur des sports qui impliquent des rendez-vous réguliers d'entraînement, de compétition. Et donc, à la fédération handisport, on a trouvé cette idée d'accepter un valide par équipe qui, en plus, peut servir de chauffeur parfois. Et vient renforcer un 5 majeur pour que cette pratique perdure et que le championnat existe tout au long de l'année. Merci de ce témoignage. Je reviens vers vous deux parce qu'on va peut-être regarder cette vidéo. Alors, je ne sais pas si ça va partir de la régie ou si il faut qu'on appuie là. Est-ce qu'on m'entend ? Elle est en régie. Donc, je vous invite à vous tourner vers les écrans. On se retrouve dans quelques secondes. Donc, en 2016, l'école technique de Zurich a organisé une compétition technico-sportive où il s'agissait en fait de mettre à l'honneur les technologies et de voir également leurs limites. C'était une sorte de vitrine. Donc, la compétition était un prétexte, mais c'est surtout une vitrine de ce qui se fait. Et donc, il y avait différentes épreuves. Le vélo assisté par stimulation électrique, auquel nous avons participé, l'équipe de Vance et la mienne. Les exosquelettes, là qu'on peut voir sur de la marche. Prothèse de main, prothèse de jambes et casque de BCI, donc interface cerveau-machine pour piloter un jeu. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on est un peu sur une épreuve sportive à la Formule 1 où en fait il faut et le pilote et son outil, sa voiture, son exosquelette, sa prothèse soit au maximum pour faire les épreuves qui étaient calées sur des épreuves de la vie quotidienne.
Par exemple, les épreuves de prothèse de main, il s'agissait, je pense qu'on va voir, de visser des ampoules, couper du pain, mettre des pinces à linge, pour voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ces systèmes et ce qu'on ne peut pas encore faire, et pourquoi il y a encore du travail et besoin de recherche, de technologies qui progressent, pour que tous ensemble, on arrive à satisfaire la qualité de vie, en fait, et améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap. Alors, vous avez répondu à une question que je n'avais pas posée, que j'allais le faire. Est-ce que c'est pour permettre à des sportifs qui ne pourraient peut-être pas, sans la technique, faire du sport, ou est-ce que c'est pour aider à mieux vivre pour ces gens-là? Alors, l'ensemble de ces techniques, c'est d'abord aider à mieux vivre. Je pense que Vance pourra compléter, mais c'est d'abord ça le cœur du travail. Mais comme disait monsieur, c'est aussi faire du sport, c'est mieux vivre aussi. Donc, par exemple, la stimulation sur vélo. Donc, quand on a une lésion, une paralysie d'un muscle, on peut le réactiver avec de la stimulation électrique. C'est connu depuis très très longtemps. Au centre de clinique, c'est utilisé. On peut mettre des gens en fauteuil sur un ergocycle et les faire pédaler avec leurs jambes. Donc, c'est-à-dire mobiliser des membres qui ne sont pas mobiles normalement. Il n'y a pas d'autre technique. Et ça a des bénéfices sur la santé de façon générale. Et ensuite, si on a un côté ludique, sportif, compétition, ben oui, ça a un intérêt en plus. On n'est pas juste dans du clinique, on est dans quelque chose de plus large. Merci. Vance, vous avez participé à cette compétition. Oui, j'étais à la fois un coach, mais aussi une athlète. Et pour répondre à ta question, moi, j'étais pas un athlète comme Cyril, hein, mais j'ai fait beaucoup de vélo avant. J'aime bien, je n'étais pas en compétition, hein, mais compétition avec moi-même peut-être, mais pas l'autre. Et c'est clair que le cyclothon, ça tombait bien parce que ça m'a permis tout de suite, après mon accident de vélo, de reprendre le vélo, retrouver la sensation de sport. Et tout ça, c'est un bonheur total. Hein. Et tout ça appuyé sur des recherches avancées, puisque j'ai oublié de dire que vous étiez neuroprothésiste. C'est ça, hein, neuroprothèse et Oui. technique d'assistance. Donc ça veut dire qu'en fait, quelque part, la recherche se met au service de ces sportifs. Oui, parce que si on voit regarder les vidéos, il y a de grands défis qui demeurent. En stimulation électrique, on fatigue vite le muscle, donc ce n'est pas une pratique qu'on peut pratiquer pendant des heures. Donc l'idée, c'est d'améliorer ça. Donc il y a du travail sur la neurophysiologie, comment on fatigue moins le muscle, comment on l'active, de la modélisation mathématique, de la robotique, parce que c'est un actionneur qui n'est pas un moteur, mais c'est un actionneur. Comment on le pilote, on le contrôle pour qu'il fasse de façon optimale ce que l'on veut. Et après, c'est un mélange entre la réaction volontaire de la personne, puisque tout le corps n'est pas sous l'emprise de la stimulation électrique, et de son appareil, son vélo. Merci. Alors, Vance, vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'est... Alors, je vous propose d'interroger Cyril sur justement ce qui vient d'être dit, ce que nous venons de voir sur la vidéo. Forcément, on en parle au comité, qui n'est pas au comité olympique, qui est le comité international. Parce que si demain, ces pratiques-là peuvent se généraliser, ça va ouvrir le champ de la compétition à d'autres personnes. Oui, ça peut. Mais avant peut-être de plonger là-dedans, je veux juste tous ensemble faire un petit retour historique. Je vous en prie. Les Jeux paralympiques, le handisport est né après la guerre de 1945, la Seconde Guerre mondiale, où on a pris soin des blessés de guerre. Et ça s'est évolué lentement à un rythme de chaque société. Et en France, dans les années 80-90, 70-80-90, on était, quand on avait un accident comme celui que j'ai eu, où j'ai été touché à la moelle épinière, et Vance aussi sans doute, hein, embarqué dans un centre de rééducation après l'opération. Et ce centre-là, on y restait longtemps. On pouvait y rester 1 an ou plus, selon les pathologies, selon le projet de vie. Et cette année-là était une année où on allait découvrir avec d'autres du sport, quelques sports. On ne faisait pas tous les sports, tout n'était pas offert. Et je dirais que la plus grande difficulté pour moi, jeune valide qui touchait à plein de sports, c'était de me dire c'est fini, ma vie de mec qui fait un sport différent chaque jour, c'est terminé. Et effectivement, cette offre était plus réduite, mais voilà, depuis 25 ans, là, je vois bien l'évolution où il y a de plus en plus d'offres. On peut faire davantage de choses, des choses qu'on n'imaginait pas. Aujourd'hui, on peut faire du kitesurf, on peut faire moi je fais du parachutisme en ce moment. On fait du motocross. Voilà, quelqu'un qui est comme moi peut faire du motocross. On a des images là-dessus de l'escalade. Des choses qui deviennent folles, étonnantes. Et donc en fait, on va vers cette voie-là. Donc on est de moins en moins longtemps en centre de rééducation. On est de plus en plus sur des sports marrants, fun. Et donc le handisport se perd un peu.
c'est-à-dire sa force qui était d'avoir plein de nageurs, d'athlètes et de basketteurs, eh bien ça se réduit, ça se morcelle et ça se dissipe un peu partout. On est moins sur des grosses compétitions, plus sur des pratiques isolées de loisirs. Et c'est ça la grosse évolution, sans dire que c'est mauvais et péjoratif. En tout cas, on perd la force qu'on avait à une certaine époque. Il faut retrouver le modèle qui permettra à chacun de trouver son équilibre, mais aussi à un mouvement de continuer son essor, puisque on peut quand même encore considérer que toute personne handi en France et ailleurs, est-ce qu'elle fait l'activité sportive qui lui convient, qui lui permet de s'épanouir pour elle-même dans son environnement? C'est pas sûr. On a besoin encore d'aller plus loin, et notamment cet aspect financier qui est majeur et qui est de plus en plus dur avec le désengagement de l'État sur pas mal de plans, de pans. Eh bien, comment faire pour avoir une dynamique, d'autant que, on le voit notamment ici, le handicap se compense par la technologie. Et la technologie, c'est d'abord de l'argent. Et que faire s'il n'y a pas un engouement, s'il n'y a pas des structures pour aider à avoir du matériel? Le jeune handi sportif que j'étais au début n'avait rien d'autre que son fauteuil. Aujourd'hui, si je vous emmène dans mon garage avec quelques années, quelques partenariats à droite à gauche, j'ai du matériel, je peux faire des choses. Mais c'est différentes paires de baskets, parce que chacun de nos fauteuils, finalement, ce sont des paires de baskets à 4, 5, 6 000 euros chaque. C'est pas comme pour un invalide qui va au magasin et qui peut s'équiper facilement. Donc voilà un petit peu l'historique, l'évolution que je vous partage, que j'ai vécu. Et donc pour revenir à la question, Jean-Paul, je vois ça comme effectivement c'est du sport augmenté. Donc c'est très intéressant de voir jusqu'où on peut aller. Petite méfiance sur le fait que pour moi, cette technologie demande de l'argent. Et finalement, dans une vue globale, peut ne fonctionner que pour les pays riches. Mais il est important d'aller aussi, d'avoir une démarche, en tout cas moi c'est celle qui me tient à cœur, de penser à tous. Et donc je suis aussi très fan de sports qui ont très peu de moyens technologiques à mettre en œuvre pour se réaliser. Mais peut-être que là encore, la technologie peut aider à inventer des systèmes à faible coût pour permettre au plus grand nombre de participer. Merci de ce témoignage, merci beaucoup. Hervé, tout ça, vous pouvez applaudir, vous avez le droit. Vous avez le droit d'applaudir. Merci de ce très beau témoignage. Monsieur Bernard, dans la mission que vous menez chez Handicap International, tous ces éléments, bien évidemment, vous les argumentez auprès des gens avec lesquels vous essayez de travailler et que vous accompagnez au quotidien? Parce que je suppose que certains ne veulent peut-être pas faire de sport, tout simplement. Oui, non, mais ce que Cyril disait était très vrai. Aujourd'hui, c'est à la fois d'un côté une technologie qui va à toute vitesse et qui invente et qui va très très loin et les personnes handicapées sont une source de stimulation, de trouver des nouvelles choses, de sciences très très pointues, et de l'autre côté une réalité qui est de moins d'argent des services sociaux, et puis nous notre réalité de terrain dans les 60 pays où on travaille, vous pensez bien qu'on ne va pas pouvoir, même une fédération handisport, ça n'existe pas encore dans beaucoup de pays, on essaye justement de créer cette dynamique pour qu'il y ait des fédérations qui se mettent en place et qui se structurent, qui permettent d'avoir une offre pour les personnes handicapées à faire du sport. Mais c'est vraiment un travail de grand écart entre les pays du Nord, là où on est, avec ces technologies qu'il va falloir vulgariser petit à petit, et ça prendra du temps pour que ça arrive à une forme acceptable et accessible aux populations qui ont moins de moyens. Et puis de l'autre côté, une créativité, une inventivité qui est vraiment de tous les jours. J'arrive il n'y a pas longtemps, j'étais au Bangladesh où on a réussi dans un village, dans différents villages, à faire en sorte que le cricket, qui est le sport roi là-bas, puisse être inclusif et accepter les personnes handicapées. Quand tous les jeudis, ils se réunissent pour faire leur cricket, maintenant, ils ont adapté les règles du jeu. Ils ont revu un peu pour voir si les personnes handicapées ne pouvaient pas jouer certains rôles dans le jeu de cricket. Et ça, ce sont des technologies de pointe, juste avec déjà l'acceptation que les personnes handicapées puissent venir sur le terrain, jouer un rôle, et puis des petites adaptations, mais qui sont très, très symboliques et très, très accessibles. On est en train de dire que finalement le sport est au moins aussi important que le travail, ou que la vie de famille, tout simplement. Mais complètement. Oui, je vais rebondir sur ça, parce qu'il y a l'aspect du sport qu'on est tous au courant, c'était
pour maintenir une activité sportive, c'est tout à fait important pour notre santé et pour notre physique. Mais aussi, il y a un aspect de socialisation, parce que quand on se trouve dans la chaise roulante, on se trouve isolé. On se trouve, c'est pas tout à fait facile pour balader dans la ville. On ne peut pas tout simplement prendre comme avant une basket et aller jouer dans le coin de la rue. Donc, on est isolé. Donc, il y a un aspect de sport qui est hyper important dans mon sens, c'est la resocialisation de gens qui sont en situation de handicap. Il n'a pas besoin d'être le grand champion, c'est simplement le quotidien. Et donc, pour répondre un petit peu à cette besoin, nous avons créé une salle de sport pour le handicap moteur. Donc, ça veut dire que notre salle, ce n'est pas une salle qui accueille les gens valides, c'est que les gens handicapés. On a fait esprit pour ne pas simplement faire un coin dans une salle normale pour les handicapés à côté. Non, on a décidé à vraiment faire une salle pour les handicapés, dédiée pour eux. Et notre succès, une grande partie de notre succès, c'est le fait qu'on peut rejoindre nous ensemble, parler des choses, ça ne se parle pas. Ça veut dire le pipi caca, hein, les choses qui nous vécu chaque jour. Et dans cette salle, c'est ni moins l'aspect sportif, l'aspect physique, mais l'aspect social. Et c'est quelque chose, je veux le souligner, parce que chaque fois que je vois dans la salle de sport, je vois le sourire des gens, ça m'achauffe le cœur. C'est une grande victoire pour nous, pour ça. Merci de ce témoignage. Merci, vous pouvez applaudir. Christine, jusqu'où peut aller la recherche dans ces domaines-là? Je m'adresse à la chercheuse que vous êtes pas la seule sur ce plateau, mais voilà, est-ce qu'on peut... On a vu une vidéo que j'ai trouvée, moi, un petit peu en rupture, parce qu'on voit des choses qu'on ne voit pas tous les jours. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin? En fait, c'est curieux parce que, par exemple, la stimulation électrique, ça existe depuis très longtemps. Le premier stimulateur, c'est les années 70. Et quand on regarde ce que ça peut apporter et à quel point ce n'est pas utilisé aujourd'hui, ça pose des questions. Alors, il y a un coût, mais le coût, il est aussi lié à la vitrine qu'on en fait, à l'usage qu'on en fait, parce que ce n'est pas très cher en soi. Un stimulateur, il y en a les Compex, les Céphar, comme on voit à la télé, c'est ça, basiquement. Et donc, c'est le système qui n'est pas forcément fait. On voit le coût d'un fauteuil, le coût d'un coussin anti-escar. Il y a des coûts qui ne se justifient pas par l'aspect technologique ou c'est l'aspect commercial, le fait qu'il n'y ait pas forcément soit des niches, voilà, et tout ça. C'était juste pour rebondir sur le coût. C'est pas, voilà. Donc, et quand on voit ces vidéos, on a l'impression que c'est très, très nouveau. Mais une prothèse de bras, de jambes, ça évolue, la technologie évolue, mais il y a quand même quelque chose qui existe depuis de nombreuses années. Donc il y a des challenges qu'il faut qu'on relève. Et parmi les challenges, il y a certes l'aspect scientifique, technologique, mais c'est comment on répond à un vrai besoin, comment on écoute les remarques, ce qu'on nous fait remonter, et les médecins et les personnes en situation de handicap, pour proposer quelque chose qui soit inclusif aussi, en fait, que ce soit une technologie qui puisse servir au plus grand nombre. Et par exemple, sur le vélo assisté, il y a un collègue anglais qui travaille avec des pays africains et qui fait un système d'aviron sous stimulation qui est censé ne rien coûter. C'est en bois, et il développe un stimulateur dédié. Et en fait, on peut adapter, mais il faut qu'il y ait une communication, un échange, et qu'on travaille ensemble. En fait, on ne peut pas travailler chacun dans son coin. Merci. Cyril, justement, ce développement-là de technologie, il va forcément... on a déjà connu ça, je me souviens, tout le monde avait été interloqué par Oscar Pistorius à l'époque, où c'était la première image un petit peu de rupture qu'on voyait d'un handicapé pouvant courir avec des valides. Est-ce que le handisport de haut niveau peut permettre au handi, en règle générale, de prendre une place plus importante? Oui, c'est clair. En 2008, me semble-t-il, quand on parlait d'Oscar Pistorius, on nous emmenait souvent sur la polémique. Mais pour moi, c'était surtout de pouvoir... c'était une fenêtre qui s'ouvrait pour parler de nous. Et du coup, pour parler du handisport. Donc, quelque part, je ne répondais pas à la question polémique parce qu'elle n'a pas de sens. Enfin, pour moi, elle a moins de sens que le besoin d'avoir à promouvoir le handisport, à parler de ce qu'on fait et de voir la résultante, c'est qu'au quotidien, des jeunes et moins jeunes handicapés puissent avoir une activité régulière, inclusive, où
ils sont les maîtres. C'est-à-dire que si vous imaginez des handicaps très lourds qui sont dans un schéma d'hospitalisation quasiment toute la journée, le seul moment où ces personnes-là prennent la main, donnent des ordres aux gens autour d'eux, c'est dans le moment du sport. Et c'est là qu'ils doivent se réaliser. Mais ça ne se réalisera que s'il y a les jeux qui va motiver tout un écosystème pour aller 4 ans plus loin à Tokyo puis à Paris, par exemple. Voilà, on a besoin de ce haut niveau pour emmener tout le système. Donc, effectivement, c'est hyper important. Et puis, pour revenir sur ma pratique, hein, moi, je suis skieur aussi. J'ai été longtemps skieur. On a sous nos fesses un châssis qui est de la pure technologie. Et quand je pratique le ski, je suis plus un pilote qu'un skieur. C'est plus du réglage et du pilotage qu'un effort physique. Ça reste, n'empêche, très intéressant, très engageant, très stimulant, mais c'est un petit peu différent. Et on a besoin du haut niveau pour faire en sorte que la pratique se développe. Et dans notre démarche, la France, à un moment donné, développait le ski avec 2 skis. Alors que 95% des pratiquants en compétition n'avaient qu'un seul ski, nous, on avait un système avec 2 skis. Et on se demandait si on allait se faire interdire cette pratique-là. Et moi, j'aurais trouvé ça très dommage qu'on nous l'interdise. Pourquoi ? Parce que l'intérêt de la compétition, à mon sens, est moins de montrer qui est le meilleur dans notre petit groupe des 80 meilleurs skieurs mondiaux que de pouvoir trouver une technologie nouvelle, de la faire avancer, d'être en fait en compétition de technologie pour que, au quotidien, eh bien, un jeune puisse avoir un matériel qui fonctionne. Moi, mes premiers matériels de ski, je peux vous dire que je me suis pris des gamelles. Hein, et puis, il y avait des vis qui se barraient au moment où je descendais du télésiège. Fallait que ça avance. Hein. Et heureusement que je n'ai pas eu de grave accident au moment où j'ai commencé. Mais aujourd'hui, le matériel qu'on propose est vraiment beaucoup plus évolué. Et on a pu laisser jouer une compétition entre ingénieurs, entre fabricants. Et ça vient aider la pratique quotidienne. Et c'est ça qui me semble hyper important. On a besoin, dans le handisport, de faire avancer la pratique de tout le monde, la pratique des plus faibles, la pratique des plus pauvres parfois. J'ai un souvenir assez émouvant de la compétition mondiale qu'il y avait eu à Paris il y a quelques années, hein, qui était les championnats du monde, je crois, d'athlétisme, handi, où ça avait été une révélation pour beaucoup de spectateurs. Parce que pardonnez-moi, faire du handi, c'est aussi, faire du sport handi, c'est aussi afficher un certain nombre de valeurs. Et je me pose toujours la question de savoir pourquoi on ne communique pas autour de ces valeurs. Est-ce que on n'y pense pas ? Est-ce que c'est voulu ? Est-ce qu'on a peur ? Parce qu'on est dans la performance. L'idée du sport, c'est quand même d'être dans la performance. Et si vous voyez des handisportifs, vous avez peut-être envie qu'ils vous parlent de valeurs, mais eux, ils ont envie de vous parler de leur performance. Et souvent, quand on est sur des interviews télé ou autres, on vient parler de ces pauvres handicapés qui font un peu de sport. Mais nous, on a surtout envie de dire, mais regardez ce dont on est capable de faire, regardez l'évolution qu'on a, regardez la vitesse qu'on peut atteindre. Moi, si vous me parlez de ma pratique, je vais vous dire, mais je finis à 130 km/h sur le mur final à Sochi. C'est ça qui m'éclate et qui me... Voilà. Donc c'est la même adrénaline à ce moment-là que quelqu'un de debout. La valeur qu'on aurait envie de révéler, de mettre en avant peut-être plus, hein, mais par effet de compensation, c'est la proximité avec le haut niveau valide. Voilà. Mais elles sont importantes, les autres valeurs dont on parle. Bien sûr. Hervé ? Oui, non, je voulais rebondir là-dessus, parce que c'est vrai que cette appétence, ce goût pour venir voir du sport, du handisport, tous les 4 ans, il y a ces jeux, il y a ensuite les Jeux paralympiques 15 jours plus tard, donc qui se rapprochent de plus en plus, avec cet éternel débat de quand est-ce qu'on arrivera à tout faire ensemble. Exactement. Paris, a priori, n'a pas encore pris le pli. C'est un rêve, ça, c'est impossible, ou je demande à Cyril, parce qu'il est un peu dans les instances. Ouais, donc, j'avoue que c'est un sujet qui est un peu mon quotidien, et sur lequel je vous ai coupé la parole, excusez-moi, mais c'était intéressant de rebondir. Je vais tout de suite vous dire ce qu'il en est, c'est qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de mélanger olympique et paralympique, d'où l'importance de bien valoriser le paralympique. Pourquoi ? Parce que si aujourd'hui on mixait les deux, qui y perd ? Oui. C'est pas Usain Bolt, hein.
c'est le sportif paralympique qu'on fera passer après. Et tout à l'heure, je vous parlais de ces handicapés très lourds qui ont un moment, qui sont un moment les chefs de leur vie là, pendant leur entraînement et leur compétition. Je pense à la boccia, je ne sais pas si vous connaissez ce sport. C'est un sport pour des gens très handicapés avec lesquels vous ne pouvez pas forcément communiquer. Sur le jeu, vous voyez ce qui se passe, vous voyez la stratégie, la finesse. Si on mélange handi et valide, ce sport-là, comment on va réussir à le faire maintenir? Parce qu'à la télé, ça ne passe pas, hein, ça n'a aucun intérêt. Hein. Enfin, je suis un peu méchant en disant ça, mais c'est très compliqué. Donc moi, je considère que ce n'est pas le moment, même si l'idéal me plaît énormément et j'aimerais pouvoir porter du olympique là sur mon t-shirt, mais c'est trop tôt. Et en revanche, ce que je vous propose, si ça vous dit, c'est d'envisager que les Jeux paralympiques soient avant les Jeux olympiques, pour que ce ne soit pas forcément aux Olympiques, les pauvres, de faire le rodage des organisations, des structures, et que nous, les Paralympiques, on passe après et que ce soit le bonheur, tout soit rodé. Allez, merci, depuis 1960, on passe après, allez, pourquoi pas les Paralympiques, on passe avant. Comme on se retrouvera sans doute à Sport Unlimited l'an prochain, on en reparle. Hein, oui, alors on voit si le dossier a avancé. On peut déjà le dire, pour Paris 2024, moi j'y travaillais et j'avais cet espoir-là. Ce ne sera pas pour Paris 2024, on a déjà les dates. Je ne suis pas du tout sûr que Los Angeles 2028 fasse le coup, donc on verra, ça repousse encore. Donc ce sera pour le Unlimited de 2034 qu'on pourra en parler davantage. Je vous dois quelques secondes de terminer votre propos. C'est très important parce que ce débat, il est vraiment là. Il faut que que chacun puisse s'exprimer. C'est très important pour une personne handicapée de pouvoir pratiquer son sport avec d'autres personnes handicapées. C'est aussi un droit et d'avoir le choix de pouvoir faire ce qu'il veut avec qui il veut. Donc c'est vrai que cette vision de l'inclusion, de l'inclusif, il faut s'en méfier aussi. Le droit de la personne, c'est de pouvoir dire oui, là j'ai envie de rester avec mes collègues sourds, avec mes collègues qui ont un même langage, qui ont des choses qui me ressemblent. Là, j'ai envie de faire du sport avec eux. Et puis, par moment, j'ai envie de faire du sport avec d'autres gens et avec tout le monde. Il faut que la société, petit à petit, arrive à offrir un peu tout ça. Les Paralympiques à côté des Olympiques, c'est déjà un très beau symbole de double offre et une belle vitrine pour les Paralympiques. Mais c'est vrai qu'il va falloir faire attention à ce que ça ne crée pas un nouveau ghetto et que ça soit un message de fusion petit à petit pour que les athlètes puissent être aussi reconnus d'abord comme des athlètes, d'abord comme du sport et pas comme un événement à part pour ces pauvres petites personnes handicapées, comme tu disais tout à l'heure. Une question à Van, c'est Christine. Vous allez retourner à Zurich chaque année. Hein, cette compétition, elle a une velléité de grossir, de grandir, de se démultiplier. Tout à fait, tout à fait. On va tous les deux, je crois, assister en cours. Dans notre équipe, on va même avoir deux pilotes, parce qu'en fait, dans notre sport, on a entendu Cyril dire, c'est le pilote, on considérait le pilote de la technologie. Et nous, UNS de Lyon va avoir deux coureurs, deux vélos, ElectroStim. Et je pense, Christine, tu vas assister aussi. C'est tous les 4 ans. Hein. C'était calé sur la dernière année des Jeux, donc c'est la même année, sauf que c'est en mai, à Zurich. Et donc nous, on aura un pilote également. On ne sait pas encore qui c'est. On a plusieurs pilotes qui s'entraînent et l'un d'entre eux qui aura envie de faire l'effort de continuer à s'entraîner jusqu'en mai participera. Et l'ensemble de l'équipe qui aura participé, qui sera entraînée, viendra à Zurich pour assister parce qu'en dehors de notre épreuve, il y a plein de choses qui se passent. Dans la mixité aussi, c'est vraiment intéressant de voir en fait, les valides qui sont là au service des personnes handicapées. On voit des prothèses qui évoluent, il y a des discussions et on comprend mieux les problématiques. Et en comprenant mieux, on s'extasie aussi plus dans les performances. C'est difficile pour un valide parfois de se projeter, effectivement, de comprendre qu'un score est important ou pas important à une performance. Et là, ça permet de mieux comprendre. Et quand on se comprend mieux, en général, ça se passe mieux après. Merci à vous. Je ne voudrais pas terminer ce plateau sans solliciter les plus jeunes qui sont ici. Hein, ils sont nombreux, elles sont nombreuses. Si vous avez une question, c'est maintenant, parce qu'après nous devrons passer à autre chose. Hein, on va vous donner un micro. C'est important de savoir quel est le regard que vous portez sur tout ça. À la compétition de Zurich, qu'est-ce qu'elle gagne en fait? Qu'est-ce qu'il gagne? Oui. Si par exemple vous arrivez aux premières places. À le Cyberfun, en fait, il y a deux médailles. Il y a une médaille, c'est un petit peu comme la Formula 1.
Ça veut dire qu'il y a une médaille, une récompensation, c'est pas l'argent, hein, mais une médaille pour le pilote, celui qui est le handicapé, et aussi le constructeur, comme en Formule 1, un prix pour le constructeur qui a fait la machine. Oui, allez-y. Oui, ah, pardon, excusez-moi. Par contre, il n'y a pas de prix. Je ne sais pas si la question c'était de l'argent ou quoi que ce soit. Non, c'est juste J'entends pas. Bonjour. Non. Pas pour le moment. Donc il y a des entreprises qui gagnent en visibilité, mais il n'y a pas de prix financier. En tout cas, jusque-là. Bonjour. Dernière question. Je voulais vous demander, vous savez, la technologie de tous les jours, que ce soit les écrans plats ou autres, les prix baissent assez rapidement. Et pourquoi nous, alors qu'on en a plus besoin dans le handicap, ça refuse de baisser, voire c'est pas justifié comme vous disiez. Alors, il y a différents... ça dépend de quel produit on parle. Donc, il faut des certifications. La certification médicale, elle est particulièrement complexe à obtenir. Le nombre d'utilisateurs n'est pas forcément aussi grand. Donc, le nombre de produits vendus non plus. Et forcément, ce coût, il se répercute sur le produit que l'on vend. Voilà. Donc, c'est des marchés de niche, en fait. Souvent, si on parle d'un vélo assisté, on ne va pas en vendre comme des écrans plats, c'est sûr. Voilà, c'est une bonne raison qui, effectivement, ne fait pas baisser le prix. C'est une bonne raison qui, effectivement, ne fait pas baisser le prix. C'est ça. Voilà. Mesdames, Messieurs, nous allons devoir terminer ce plateau. Je vais vous demander un applaudissement nourri pour nos intervenants. Christine Azevedo, Vance Bergeron, Cyril Moret et Hervé Bernard, merci à vous. Vous pouvez continuer, si vous le souhaitez, d'échanger avec le public. Merci de ces beaux témoignages. Et puis, on se retrouvera sans doute dans les allées du... Merci, je vous en prie. Bonne continuation à vous tous. Merci Christine.